La présentation du Dr Fortin s'intitule « Mon guide lupus, un outil pour vous aider à mieux naviguer votre lupus ». Dr Fortin. Merci beaucoup, M. Collins. J'aimerais remercier les organisateurs du ROAR 2017 pour m'inviter à cette conférence. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon guide lupus, comment naviguer à travers le système de santé avec cette maladie. D'abord, les conflits d'intérêts. Nous travaillons avec une compagnie d'informatique qui s'appelle Jack Digital Productions pour la production du site Web, dont je vais vous décrire aujourd'hui l'utilisation. J'ai été consultant pour des comités consultatifs avec 3 compagnies pharmaceutiques et on fait des essais randomisés dans le lupus. Alors, en anglais, Jane Austen, dans son roman Mansfield's Park, a saisi, je pense, l'essence de ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Alors, je me suis permis de vous traduire en français cette citation. Alors, nous avons tous en nous-mêmes un meilleur guide, si nous en prenons soin, que toute autre personne ne pourra jamais l'être. Alors, s'il y a une chose qu'il faut reconnaître et retenir aujourd'hui de la présentation, c'est que nous sommes les meilleures personnes pour organiser nos soins de santé. Lorsqu'on a un diagnostic d'une maladie chronique, que ce soit le lupus ou n'importe quelle autre forme d'arthrite, c'est un contrat à vie. Ça devient une partie de nous-mêmes. Cependant, il n'a pas à vous contrôler, tout au contraire. Alors, j'aimerais utiliser la comparaison avec le système Windows de Microsoft pour vous parler aujourd'hui de ce qu'on essaie d'accomplir. Quand on a un nouveau diagnostic de lupus, que je représente ici sur un écran d'ordinateur comme si c'était l'écran de votre vie, ce nouveau diagnostic de lupus que j'ai démontré avec l'image du papillon peut prendre tout l'écran et il n'y a plus de place pour que vous puissiez vous profiter du reste de votre vie. Alors, le contrat qu'on a, vous et moi comme patient et moi comme fournisseur de soins, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on contrôle votre maladie. Donc, on va commencer des nouveaux traitements, on va vous suggérer des choses à faire pour ramener la fenêtre Windows un petit peu plus petite pour qu'on puisse tranquillement reprendre nos activités quotidiennes et commencer à apercevoir derrière cette fenêtre le reste de l'écran de notre vie. Évidemment, idéalement, on veut que cette fenêtre devienne toute petite, peut-être dans le coin ici à gauche, et qu'on puisse voir le reste de notre vie qu'on veut embrasser entièrement. Ici, c'est mon garçon à qui je demandais comment on prendrait une photo pour démontrer qu'on va prendre notre reste de notre vie pour le restant de nos jours, et c'est ce qu'on est arrivé avec cette photo. Éventuellement, la fenêtre devrait devenir toute petite, peut-être une petite icône dans le bas de votre barre à outils qu'on veut ouvrir le moins souvent possible, et le reste des icônes de notre vie, notre activité avec nos parents et amis, notre activité au travail et dans la société reprend tous ses droits. Ce qui est intéressant à savoir, c'est la perception que votre médecin va avoir sur l'importance qu'il a dans vos décisions médicales. Selon le médecin, il pense probablement qu'il y a plus de 50% des informations que vous allez utiliser pour prendre votre décision qui proviennent de ce qu'il va avoir comme interaction avec vous. Par contre, récemment, lorsqu'on a questionné les patients sur qu'est-ce qui va être important pour la prise de décision dans une maladie comme le lupus, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'influences extérieures du système médical, que ce soit votre conjoint, les gens de votre famille, vos amis, que ce soit d'aller consulter sur l'Internet ou dans les médias sociaux. Et qu'en fait, l'importance que le médecin a est beaucoup plus petite. Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir la bonne information auprès de vous, patients, pour que vous puissiez prendre la bonne décision. En plus, il y a un système de santé actuellement qui va favoriser beaucoup les interactions médicales. Souvent, lorsqu'on a une maladie comme le lupus qui est assez complexe, on va avoir un rhumatologue dans la communauté, on va avoir une clinique du lupus auquel on peut être référé, on va avoir à faire des tests, des prises de sang, des examens radiologiques dans un hôpital et on va être référé par son médecin de famille à différents spécialistes, ce qui peut faire un peu l'organigramme en spaghetti où la personne doit naviguer d'un endroit à l'autre de façon un petit peu désordonnée.
Et tout ça, comme résultat, fait qu'on a une barrière pour pouvoir accéder à d'autres services qui seraient très importants dans une maladie chronique, comme est-ce que je peux faire de l'exercice? Qui va me conseiller là-dessus? Quelles adaptations je dois avoir dans mon milieu de travail? Quel soutien psychosocial je peux avoir dans la communauté? Et le danger, évidemment, c'est qu'il peut y avoir une barrière entre les gens qui vous donnent des conseils par rapport à vos traitements et ces autres ressources professionnellement. Ce qu'on voudrait, idéalement, c'est avoir un système de santé qui serait mieux intégré et qui pourrait centraliser autour d'une clinique, par exemple, du lupus, tous ces autres professionnels de la recherche et vous donner l'information nécessaire sur l'exercice, la nutrition, le soutien psychosocial, l'arrêt tabagique ou même utiliser des techniques de méditation comme la pleine conscience. Et alors, mon guide lupus serait le pilier, ce serait l'endroit où on aurait toujours cette information disponible sur le web, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce serait un site web éducatif pour les patients, un lien pour des groupes de support et une mise en place de mesures pour la prise en charge de la santé. Alors, mon guide lupus, de fait, existe. Il a été développé dans le but de fournir ces informations de façon fiable et de façon facilement accessible aux personnes atteintes de lupus. Une des raisons pourquoi on fait ça, pourquoi on pense que c'est nécessaire, c'est qu'il y a toujours des besoins non comblés que les personnes qui vivent avec le lupus font face. La première, c'est qu'il reste un décalage entre la mortalité qui est disproportionné par rapport aux personnes du même âge et du même sexe. Ce décalage en mortalité peut être dû autour du moment du diagnostic en raison d'une maladie mal diagnostiquée ou un diagnostic retardé, ou parfois avec des infections. Plus tard, dans l'évolution de la maladie, il y a un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire. Le deuxième point, c'est que pour le contrôle de la maladie est suboptimal. Au Canada, on reconnaît que peut-être un tiers des patients avec le lupus n'ont pas une maladie qui est bien contrôlée avec les traitements actuels. Et finalement, lorsqu'on fait des sondages auprès des patients qui ont le lupus, on s'aperçoit que leur qualité de vie demeure faible et comparable à celle de personnes beaucoup plus âgées qui vont avoir des maladies chroniques pulmonaires ou cardiaques. Donc, on veut ramener le locus de décision puis de contrôle pour ces soins auprès de la personne, ce qu'on appelle les soins centrés sur la personne. Et une des meilleures définitions que j'ai trouvées vient de l'Angleterre. On peut la résumer ainsi. Les soins centrés sur la personne sont une façon de penser et de faire qui permettent aux personnes qui utilisent les services de santé et les services sociaux d'être des partenaires égaux dans la planification, le développement et le suivi de leurs soins afin de répondre à leurs besoins. Donc, cela signifie mettre les gens et leurs familles au centre des décisions et les voir comme des experts travaillant avec les professionnels pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Le lupus comme maladie est peu connu et la population manque d'informations fiables. De plus, leurs familles et leurs proches ont souvent aussi difficulté à avoir les informations nécessaires pour épauler leurs proches avec le lupus. Donc, mon guide lupus, il vise à aider les personnes vivant avec le lupus en leur donnant des informations leur permettant d'être mieux outillés pour faire des bons choix en matière de soins de santé et de soins personnels. Pour construire le guide lupus, on s'est inspiré de ce qui existait déjà. Alors, il y avait déjà des navigateurs interactifs en oncologie qui existaient et on a donc modelé la démarche pour produire le guide lupus sur les guides qui existent dans le cancer. Alors, les principes derrière tout ça, c'est que le guide lupus vient soutenir les professionnels des soins de santé. Il est adapté aux protocoles, aux processus et aux pratiques médicales. Il encourage les communications standardisées et conviviales entre l'équipe traitante et le patient et sa famille. Il intègre efficacement l'environnement clinique. Il encourage la proactivité et l'autogestion du patient. Il utilise de façon rentable et efficace les services de santé et il offre une plateforme pour la recherche. Donc, le but, c'est d'améliorer l'expérience du patient. Pour arriver à ça, le guide de lupus va impliquer les patients et leurs familles, va répondre aux divers besoins d'information,
va permettre un accès aux soins, surtout en région éloignée, car il est sur l'Internet. Il va être disponible lorsque le patient est prêt à utiliser ses soins. Par exemple, si on a une question à minuit samedi soir, le rhumatologue ou le médecin est rarement disponible à ce moment-là, mais on peut aller sur l'Internet, ouvrir Mon Guide Lupus et chercher la réponse à notre question. Finalement, il est complet. Alors, il adresse des points comme la prise de décision, la gestion de la maladie, la gestion autonome, les soins de suivi et les plans de soins à long terme. Puis, ce sont des soins aussi qui sont accessibles plus près de la maison, car il met les patients et leurs familles en contact avec des services communautaires à des coûts moindres. Donc, dans le but de développer le Guide Lupus, on a eu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada. Alors, le processus de développement qu'on a suivi était d'abord de faire de la recherche pour bien documenter l'information qu'on allait mettre sur le site du Guide Lupus. On a surtout fait une analyse des besoins auprès des patients, auprès des cliniciens qui traitent des personnes avec le lupus et auprès des autres professionnels de la santé qui sont impliqués dans les traitements de personnes avec le lupus. Une fois qu'on a eu toute cette information-là de rassembler, on a fait une table des matières sur comment on allait développer le Guide Lupus. Et là, on a travaillé avec une équipe d'éditorialistes qui sont spécialisés en vulgarisation de l'information scientifique pour le public. Ils ont produit une première version du Guide Lupus avec des tableaux, des textes, mais aussi des vidéos et des interviews. Et ils ont fait une version pilote du Guide Lupus qu'on a validé dans une dernière étape auprès d'autres patients à travers le Canada. Donc, les 3 étapes principales du développement, les groupes de discussion. On a été auprès de 29 patients avec le lupus dans 4 groupes de discussion. On est allé auprès de 20 rhumatologues avec 3 groupes de discussion et 8 professionnels de la santé avec un groupe de discussion. Une fois qu'on a eu cette information-là, donc cette table des matières-là, on l'a validée par un sondage auprès de plus de 600 patients affiliés à Lupus Canada, plus de 98 rhumatologues de la Société canadienne de rhumatologie et 74 professionnels de la santé associés à l'arthrite. Et dans la dernière étape, on l'a validé avec 37 personnes à travers 5 centres au Canada. Alors, qu'est-ce que ça a donné, tout ça? Donc, la page d'accueil du site Web ressemble à ceci. Cette page, présentement, est en anglais, car la construction du site Web français va être finalisée d'ici quelques jours, mais je ne l'ai pas encore de disponible. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aura plusieurs façons de naviguer. Il y a 5 boutons au centre de l'image qui rappellent 5 thèmes importants à nos patients. Donc, j'ai un diagnostic de lupus, qu'est-ce que je fais? Deuxième point, où est-ce que je peux trouver du soutien pour m'aider dans mon traitement de mon lupus? Troisième point, comment améliorer ma qualité de vie lorsque je vis avec le lupus? Quatrième point, apprendre au sujet de ma maladie. Et 5e point, pour les gens qui veulent accompagner quelqu'un qui a le lupus, comment accompagner quelqu'un qui a le lupus avec la bonne information. De plus, on va avoir une boîte à outils qui est ici sur l'aspect à droite de l'image. Et cette boîte à outils-là va donner la possibilité d'imprimer des feuilles d'information et des aides-mémoires pour préparer une visite avec le médecin. On va pouvoir entrer notre code postal pour savoir quelles sont les ressources disponibles dans notre communauté. Et on peut aller directement voir les vidéos avec les patients. Éventuellement, on aimerait lier cette boîte à outils-là à un dossier patient électronique pour améliorer la communication entre le service de santé et vous. Les images qu'on peut voir sont des images tirées du site Web de Mon Guide de Lupus. On peut voir qu'il y a plusieurs ressources disponibles. Et finalement, la dissémination de cet outil, Mon Guide Lupus, va faire partie d'une dernière étude aussi subventionnée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Cette étude va s'interroger à savoir si les personnes atteintes du lupus vont utiliser régulièrement l'information et les services de Mon Guide Lupus, et si cette prise en charge entraînera une meilleure autogestion, une meilleure adaptation, un plus grand sentiment de contrôle de leur vie et une meilleure santé globale. Alors, cette étude se fait présentement jusqu'à la moitié de 2018 et c'est après, donc après juillet 2018, que Mon Guide Lupus va devenir disponible pour tout le monde publiquement.
Finalement, on espère pouvoir intégrer le guide lupus dans une plus grande plateforme qui inclurait un passeport santé électronique et possibilité de faire de la recherche sur le lupus. Alors, je voudrais remercier les différents organismes qui soutiennent cette recherche, les Instituts en recherche en santé du Canada, Lupus Canada, la Fondation ARC de Toronto et la Société d'arthrite. Et j'aimerais aussi remercier les chaires de recherche du Canada et l'Université Laval qui soutiennent ma recherche. Ici sont les personnes qui ont travaillé avec moi sur ce projet et une personne qui n'apparaît pas ici, qui est co-chercheur, Dr. Debbie D'Acosta à l'Université McGill, qui est psychologue de la santé. Alors, je vous remercie. Bonne fin de journée.